Ceux qui sont déjà à jour peuvent directement aller au timecode indiqué pour voir le nouveau chapitre. Léon retira son casque. Les cheveux noirs sous la plaque de métal et la moitié de son visage avaient été couverts de sang qui s'était infiltré à travers les fissures de son armure. Regardant le soleil se lever lentement sur l'horizon, il laissa enfin s'échapper le souffle vicié, emprisonné dans sa poitrine, et poussa un long soupir de soulagement. Après avoir enduré toute la nuit, l'aube était enfin arrivée. Le corps gigantesque de Constantine gisait étalé sur le sol comme une montagne effondrée. Le sang du dragon coulait dans son dos comme une rivière. L'arrogant et autoritaire roi dragon rouge, qui avait semblé invincible quelques instants plus tôt, avait déjà perdu toute lumière dans ses yeux fiers. Il gisait maintenant immobile, aux pieds de Léon. L'un des plus anciens rois dragons encore vivants parmi des dragons, la flamme écarlate qui représentait le feu ardent, était tombée ici. Léon tourna son visage couvert de sang et lança un regard froid sur la tête du roi dragon à la flamme écarlate gisant sur le sol. Sa voix était plus froide que la glace. « Je vous l'avais dit. Je vous ai montré avec mes poings ce qu'est la véritable force. » La blessée chérie s'approcha avec Alan qui lui serrait l'épaule droite. Plusieurs guerriers dragons argentés la suivaient derrière elle. « Votre Altesse, bonne nouvelle! Les dragons à la flamme écarlate survivants sur les lignes de front ont personnellement été témoins de la mort de leur roi dragon. Ils étaient terrifiés et se sont dispersés en déroute totale. Nos troupes d'élite restantes ont retrouvé le moral et se sont déjà dirigées vers la montagne arrière pour éliminer des vestiges. » Léon n'avait plus la force pour grand-chose. Il se contenta d'agiter la main. « Transmettez l'ordre. Ne poursuivez pas les ennemis désespérés. Rassemblez les nôtres d'abord. Cherchez des survivants dans le clan et secourez quiconque est encore en vie. Nettoyez le champ de bataille. » Minan trouva la première servante inconsciente. En pleurs, elle cria « Première servante, tenez bon, les médecins arrivent tout de suite, s'il vous plaît, ne mourrez pas, tout le monde compte sur vous. » En observant cette scène, Léon ravala de force son chagrin et se retourna pour fixer Chéri d'un regard dur. « Souvenez-vous de ceci. Trouvez quelqu'un pour décrocher ce stupide bouclier de dragon. Il doit être accroché à l'endroit le plus haut et le plus visible de la frontière. Cela servira d'avertissement sévère à tous les autres clans de dragons. Dites-leur que le territoire du dragon argenté n'est pas un endroit où n'importe quel vagabond peut simplement entrer et provoquer à sa guise. Compris, Votre Altesse, je m'en occupe immédiatement moi-même. » À peine eut-elle dit cela que Chéri leva soudainement la tête. Ses yeux débordaient de ferveur et d'une vénération absolue qu'elle ne pouvait pas du tout dissimuler. « J'ai toujours pensé que Votre Altesse n'était douée que pour s'occuper des enfants. Qui aurait cru que quand vous combattez vraiment, vous êtes aussi redoutable ?» Le coin de la bouche de Léon, qui était resté crispé tout ce temps, se courba enfin en un sourire faible et épuisé. « Quoi ? Ça vous a fait peur ? Surpris ? Vous voulez que je vous signe un autographe ultra rare pendant que j'ai encore un souffle de vie ?» En le voyant se forcer à plaisanter dans cet état, Chéri agita la main encore et encore. « Votre Altesse, s'il vous plaît, ne plaisantez pas. Allez vous reposer. Laissez le reste de ce désordre à notre charge. » Après avoir lancé cette dernière instruction, Léon se retourna sans la moindre hésitation. Traînant ses pas lourds comme du plomb, il tituba vers le temple, avançant difficilement, un pas après l'autre. Les dragons argentés entrèrent en action. Ceux qu'il fallait neutraliser furent arrêtés. Ceux qui pouvaient encore être sauvés furent secourus. Lorsque Léon arriva, il aperçut plusieurs soldats rassemblés en cercle. Leurs queues étaient alignées ensemble, comme dans une étrange célébration. Personne ne pouvait plus contenir ses émotions. Leurs voix, rauques d'épuisement, éclatèrent en un cri puissant qui résonna dans tout le temple. « Dieu soit loué! Nous avons gagné! Nous avons enfin gagné! Le temple du dragon argenté est sauvé! Nous sommes tous en vie! » À cet instant précis, alors que la tension quittait enfin son corps, une fatigue écrasante le submergea, comme une vague. Sa vision se troubla. Ses jambes vacillèrent, prêtes à céder. Il serra les dents et se força à rester debout, mais chaque pas lui semblait incroyablement lourd.
À peine avait-il franchi un couloir que les soldats présents, les yeux humides, s'inclinèrent devant lui avec une profonde solennité. Ils lui ouvrirent le passage, pour qu'il puisse entrer et voir ceux qui l'attendaient. Serrant les dents, Léon s'approcha de la porte. Sa main tremblante se leva lentement, mais juste avant de toucher la poignée, il s'arrêta. Il baissa les yeux vers son armure couverte de sang, puis il esquissa un léger sourire amer. « Je suis dans un état lamentable. Je ne peux pas me présenter comme ça devant elle. Je vais d'abord me nettoyer. » Malgré la douleur, il prit le temps de se laver et d'enfiler des vêtements propres. Puis, doucement, il poussa la lourde porte. Un mince rayon de lumière entra dans la pièce. Les deux petites, qui avaient attendu toute la nuit, tournèrent immédiatement les yeux vers lui. Leurs regards humides s'illuminèrent d'un coup. « Papa, papa est rentré !» Elles se précipitèrent vers lui, se jetant dans ses bras avec toute leur force. Muenne et sa sœur crièrent en même temps. « On a tout vu! Papa a battu le méchant dragon! Tu étais trop fort! Papa est le héros numéro 1! » Léon avait du mal à tenir debout, mais il trouva la force de les serrer contre lui. L'aura dure et violente qu'il portait encore quelques instants plus tôt disparut complètement. Il ne restait plus que un père. Il leur caressa doucement la tête. Alors, papa était impressionnant ? Oui, papa est le plus fort! Noah le regardait avec admiration, tandis que Muenne, toujours dans ses bras, leva son petit poing. Papa, tu es incroyable! Tu es le deuxième dragon le plus fort que j'ai vu. Léon resta figé un instant en entendant ça. Puis il ne put s'empêcher de tendre la main pour ébouriffer affectueusement la petite tête duveteuse de Mune. La taquinant délibérément, il rit. « Alors dis à papa qui est le dragon numéro 1 le plus fort de notre famille. » Débordante d'enthousiasme, Mune tendit son petit doigt et pointa sa mère qui reposait tranquillement sur le lit. D'une voix claire et retentissante, elle annonça à voix haute. « Maman, bien sûr, parce que même si papa se bat super bien, à la maison tu écoutes encore maman le plus. Tout ce que maman te dit de faire, tu le fais. » C'est juste. Mais au fond de lui, Léon ne pouvait s'empêcher de se demander « Est-ce que j'ai vraiment l'air à ce point d'un mari mené par le bout du nez ?» Léon avança vers le lit. La belle femme aux cheveux argentés, affaiblie, reposait sur le côté sur le lit, ses cheveux légèrement ébouriffés, quelques mèches collées à sa joue. Rosisa était là, tenant le nouveau-né dans ses bras. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer, impatient d'aspirer l'air frais de ce monde. Le cœur de Léon fondit comme de l'eau. Oui, dans cette famille, c'était elle le dragon le plus puissant de tous, celle qui avait véritablement franchi les portes de la mort pour mettre cet enfant au monde. Allongée sur le lit, Rosisa regarda le sourire niais de Léon. Avec une immense tendresse, elle sourit et lui dit doucement avec un bonheur tranquille. « C'est une fille. » Léon n'avait jamais personnellement accueilli la naissance d'une nouvelle vie auparavant. Quand ses deux premières filles étaient nées, il était encore inconscient. Aussi, cela devait compter comme la première fois qu'il avait vraiment vécu la joie écrasante de « Je suis père maintenant ». En entendant ces mots, les yeux de Léon devinrent brûlants. Il sourit et hocha la tête, les yeux brillants. « Oh, c'est vraiment merveilleux ». La petite fille nouveau-née reposait tranquillement dans un doux lange chaud. Avec ses petites joues rosées et une paire de grands yeux brillants d'un violet pâle, tout son corps semblait rayonner d'un charme doux et suave qui faisait fondre le cœur. Rien que la regarder tranquillement suffisait à dissoudre en un instant chaque once d'irritation et de dureté en vous. C'était suffisant pour faire fondre complètement votre cœur tant elle était adorable. Les deux grandes sœurs à ses côtés n'arrivaient plus depuis longtemps à réprimer leur curiosité. Elles se penchèrent avec empressement, leurs petits corps inclinés légèrement en avant, tandis qu'elles tendaient leurs petites têtes. Leurs yeux ronds s'ouvrirent tout grands sans même cligner, étudiant attentivement cette petite sœur qui venait d'arriver dans le monde, pleine de fraîcheur et de curiosité. La petite sœur est si minuscule.
On dirait qu'un seul coup de poing pourrait l'envoyer voler très loin. Noah le dit d'un ton plutôt sérieux. « Hé, grande sœur, ne fais pas peur au bébé. » Mun posa les yeux sur la petite et ajouta « Un seul coup de poing ne suffirait peut-être pas. Il en faudrait 2. » Le regard de Léon était d'une douceur extrême. Du début à la fin, il fixait sans relâche la toute petite dans le lange, les yeux débordant de joie et d'affection, traçant soigneusement chaque ligne délicate des minuscules traits de l'enfant, un à un. Une fille, c'est précieux. Une fille, c'est merveilleux. Une fille, c'est la petite veste matelassée de son papa. Même s'il y avait déjà 2 petites vestes matelassées dans la famille, aucun père en ce monde ne refuserait jamais d'en porter une de plus. Léon avait l'air calme en surface, mais à l'intérieur, il était déjà tellement débordant de joie qu'il avait envie de déterrer Constantine de sa tombe pour le tuer une seconde fois. Après avoir entendu le discours légèrement auto-admiratif de Léon, sa femme arborait un léger sourire et Rosisa le taquina malicieusement sur le champ, d'un ton léger et espiègle. Quoi qu'il arrive, pourvu qu'elle n'ait pas la bouche aussi entêtée que la tienne. Depuis quand ma bouche a-t-elle jamais été entêtée? Noah, Muen, est-ce que papa est entêté? Dénoncé sur le champ sans la moindre hésitation par ses propres 2 filles, le visage de Léon se remplit d'embarras et de gêne. Il se figea où il se tenait et ne put que marmonner précipitamment sa défense entre ses dents. « Vous deux, vous ne comprenez juste pas. » Après que le bref moment de gêne fut passé, il se tourna rapidement pour regarder sa toute dernière fille nouveau-née dans le lange. L'embarras dans ses yeux s'effaça instantanément, remplacé par une tendresse écrasante. Il se pencha soigneusement plus près, comme s'il cherchait secrètement à conquérir sa propre petite alliée exclusive, et chuchota doucement à la petite qui ne pouvait pas encore parler. « Tu ne dois pas aller dans leur sens, d'accord ? Tu seras forcément du côté de papa à l'avenir, n'est-ce pas ?» Il avait pensé que ce petit discours doux réussirait à convaincre sa fille cadette de prendre son parti. Mais au moment où ces mots tombèrent, celle qui reposait tranquillement dans le lange vit soudainement des larmes monter dans ses yeux clairs. Ses paupières rosirent, et à la seconde suivante, elle éclata en pleurs bruyants. Ses cris de bébé, brillants mais doux, s'élevèrent l'un après l'autre, résonnant dans toute la pièce. Léon, qui était plein de confiance un instant auparavant, paniqua instantanément. Le doux sourire sur son visage se figea aussitôt. « Hein ? Pourquoi elle pleure tout d'un coup ?» Sa femme, cependant, n'était pas du tout perturbée. Son expression resta calme et douce, tandis qu'elle avançait lentement, tendant ses mains fines pour prendre le bébé avec précaution. Sa paume caressa doucement le dos de l'enfant. Ses gestes patients et tendres, elle la berça doucement. « Là, bébé sage, ne pleure pas, ne pleure pas. » Avant longtemps, la petite qui n'avait pas arrêté de pleurer se calma progressivement. Ses pleurs s'affaiblirent lentement et elle se rasséréna de nouveau. Sa femme leva les yeux et regarda Léon, dont tout le corps était encore tendu, puis lui tendit doucement une main. « Tu veux la tenir ?» Au moment où il entendit ces mots, le visage de Léon se remplit instantanément d'hésitation. Ses yeux pleins d'inquiétude, il refusa précipitamment, son ton manifestement prudent. « Je viens tout juste de rentrer du champ de bataille. Je sens encore le sang, mon aura est chaotique et je suis couvert de la fumée et de l'hostilité de la guerre. Si j'effraie le bébé, ce serait mauvais. Allez, tiens-la. » Sous la douce et patiente persuasion répétée de sa femme, les inquiétudes de Léon se dissipèrent peu à peu. À leur place vinrent la nervosité et le malaise, accompagnés d'une trace de prudence. D'accord. Sa femme était particulièrement attentionnée et prévoyante. Pas à pas, lentement et patiemment, elle apprit à Léon, qui n'avait jamais tenu de nouveau-né auparavant, comment porter correctement le bébé, expliquant soigneusement chaque détail essentiel. Elle le guida main dans la main, lui enseignant comment positionner ses bras et contrôler sa force, le prévenant avec soin tout le long. D'abord, soutiens le cou du bébé, puis utilise ton autre main pour soutenir ses fesses, et enfin laisse-la reposer dans le creux de ton bras. Léon retint instinctivement son souffle tout le temps. Il osait à peine même expirer. Chacun de ses mouvements était extraordinairement précautionneux. Suivant scrupuleusement les instructions de sa femme, il tendit lentement les bras petit à petit et prit doucement l'enfant dans son étreinte.
Ses mouvements maladroits mais prudents, et chaque geste pour lever les mains et entourer ses bras autour d'elle, était adouci au plus haut degré. Comme ça, à la seconde suivante, une scène miraculeuse et apaisante se déroula. Le petit bébé, qui n'avait pas arrêté de pleurer, s'arrêta progressivement de pleurer après avoir été tenu fermement dans les bras de Léon. Avec son adorable petit visage potelé, elle se nicha tranquillement dans l'étreinte chaleureuse. Ses yeux mi-clos, elle sentait les bras de son père autour d'elle. Les deux filles aînées eurent les yeux qui s'émerveillèrent. « C'est incroyable! Dès que papa a tenu le bébé, elle a arrêté de pleurer. » Observant la scène devant elle, sa femme sentit une douceur infinie monter dans son cœur. Ses pensées dérivèrent inconsciemment vers le passé, ses yeux pleins de doux souvenirs. Chaque fois que tu pleurais et qu'on n'arrivait pas à te consoler, je te posais à côté de ton père, et très vite tu t'arrêtais de pleurer. À ses côtés, Muenne inclina sa petite tête ronde. Ses grands yeux pleins de confusion innocente, elle pencha légèrement la tête, s'efforçant de s'en souvenir longtemps. Mais il n'y avait pas le moindre souvenir de cela dans son esprit. Muenne secoua la tête et dit qu'elle ne s'en souvenait pas. La grande sœur plus sensible, Noah, se tenait tranquillement sur le côté. Regardant la scène chaleureuse devant elle, elle exprima le vrai sentiment de son cœur. C'est peut-être parce que papa donne aux gens un sentiment de sécurité. Le cœur de Léon fut instantanément inondé d'une chaleur bouillonnante. Il était profondément touché à l'intérieur, une chaleur montant lentement dans sa poitrine. Dans le passé, il n'avait qu'occasionnellement entendu Rosisa mentionner cela, et n'avait jamais vraiment ressenti cela par lui-même. Ce n'est qu'en le vivant directement, en tenant son propre enfant, qu'il réalisa profondément à quel point le lien de la famille par le sang était véritablement merveilleux. J'avais entendu Rosisa en parler. Je n'aurais jamais pensé que c'était vrai. L'atmosphère chaleureuse dans la pièce ne dura pas longtemps. La perspicace et vive Noah sembla soudainement se souvenir de quelque chose d'important. Ses yeux s'illuminèrent aussitôt, et son visage se remplit d'excitation. « Oh, c'est vrai, maman, papa. La petite sœur n'a pas encore de prénom, non? Donnons un prénom à la petite sœur. » Il était évident qu'elle y avait déjà réfléchi depuis longtemps, et qu'elle avait depuis longtemps préparé un nom spécial dans son cœur. Son visage était plein d'une excitation impatiente. « Mon prénom vient d'un homonyme de Noah, l'antique héros de la race des dragons. Donc la petite sœur devrait aussi avoir un nom de héros. Blazer, qu'est-ce que vous en pensez ?» Au moment où Muenne entendit cela, elle secoua immédiatement la tête encore et encore, fermement. Le visage sérieux et droit, elle jugea que le nom proposé par sa sœur sonnait comme le nom d'une brute sauvage. « Mon prénom signifie lune, donc la petite sœur devrait s'appeler Étoile. Glazer, Étoile. » Les deux se disputèrent longtemps sans trouver de vainqueur. Puis elles coururent toutes deux vers Léon. Se blottissant fermement contre lui de gauche et de droite, levant leurs petits visages en même temps, elles regardèrent Léon à l'unisson. « Papa, c'est toi l'arbitre. » Léon tenait sa fille cadette endormie fermement dans ses bras. Regardant ces deux filles bruyantes et vives devant lui, son visage était plein d'affection douce mêlée d'un sourire impuissant. « Donner un prénom à un enfant est une affaire très importante. Ta mère et moi y avons réfléchi longtemps avant, et n'arrivions toujours pas à décider. » Après une brève pause, Léon regarda les deux petites filles intelligentes devant lui, leur visage plein de curiosité, et eut soudainement une idée. Il lança une nouvelle question, voulant taquiner un peu les sœurs. « Vous deux, vous pensez que votre petite sœur ressemble plus à papa ou plus à maman ?» Les deux petites filles se penchèrent immédiatement vers le lange. Leurs deux petites têtes se rapprochèrent alors qu'elles l'examinaient attentivement pendant un long moment, étudiant ses traits, ses sourcils, ses yeux et son profil un à un. Puis elles se regardèrent, toutes deux portant des expressions perplexes, et secouèrent la tête. On ne peut pas dire. Juste au moment où tout le monde était perplexe et que la pièce s'était légèrement tue, les lèvres de Rosisa se courbèrent lentement en un doux sourire, et une pointe de mystère se cacha dans ses yeux. Bien sûr que vous ne pouvez pas dire juste après sa naissance, mais vous pouvez regarder derrière elle. Il y a une surprise. En entendant cela, Léon baissa instinctivement la tête pour regarder le lange. Il n'eut besoin que d'un seul regard, pour que tout son visage se fige de stupeur. Ses pupilles se contractèrent soudainement, et il fut abasourdi sur place. La petite fille a vraiment une queue ? Les yeux des deux petites filles s'écarquillèrent instantanément, en cercle parfait. Leurs yeux brillèrent d'un éclat vif, pleins d'une surprise et d'une curiosité irrépressible, alors qu'elles s'empressèrent de tendre le cou pour regarder. « Elle est rose,
J'ai vraiment envie de la toucher. » Regardant la petite queue de dragon rose, délicate et douce, derrière la petite dans le lange, Léon sentit son cœur s'effondrer sur place. Le coin de sa bouche tressauta légèrement, et il ne put que se lamenter silencieusement dans son cœur. « Zut, mon plan d'éducation prénatale n'a pas fonctionné après tout. À la fin, c'est bien les scènes de la race des dragons qui ont pris le dessus. Mais une queue, c'est une queue. S'il y a un 4e enfant à l'avenir, je restaurerai définitivement la gloire de l'humanité. » Un instant où ses pensées intérieures lui échappèrent sans défense de la bouche, Léon lui-même reprit soudainement ses esprits. Ses mots s'interrompirent brusquement, et tout son corps se raidit instantanément. « Hein ? Un 4e ?» Dès qu'il réalisa quelle absurdité il venait de laisser échapper si négligemment, ses joues devinrent visiblement rouges et brunantes. La scène devint profondément gênante, et ses yeux s'agitèrent dans la panique, tandis qu'il s'empressa de changer de sujet. « À quoi je pense, moi ? Comment ce serait possible ?» Alors que l'atmosphère chaleureuse et joyeuse dans la pièce se répandait, de derrière les grandes portes au fond du palais, une voix majestueuse retentit soudainement. Elle portait une pression écrasante, et une aura froide et sévère balaya toute la salle sacrée. « Amenez-la-moi !» La grande reine dragon rouge, Issa Melkevi, avec ses éblouissants cheveux rouges et une aura tranchante et meurtrière enroulée autour d'elle, entra lentement dans le sanctuaire du dragon argenté. Alors qu'elle avançait pas à pas, son esprit ne cessait de rejouer le voyage qu'elle avait fait en se précipitant ici depuis des contrées lointaines, et d'innombrables pensées tourbillonnaient en elle. Après avoir reçu l'appel au secours du sanctuaire du dragon argenté, Issa avait immédiatement mobilisé toutes les forces dragon rouge sous son commandement pour se précipiter à toute vitesse. Mais à mi-chemin, elles avaient été interceptées couche après couche par une grande force du clan du dragon flamboyant, délibérément retardée à chaque étape. Après s'être frayé un chemin à travers de sanglantes batailles et un épuisant effort pour écarter chaque obstacle, elle se précipita à la frontière du sanctuaire pour être stupéfaite de découvrir que Constantine, l'autrefois célèbre dans le monde entier roi du dragon flamboyant, avait eu son énorme tête de dragon accrochée en haut du mur frontière. Issa interrogea les gardes du sanctuaire, et la séquence complète de la grande bataille devint bientôt entièrement claire. Mais après avoir entendu toute la vérité, des vagues immenses se levèrent dans son cœur, et le choc en elle resta non résolu pendant longtemps. Cette tête de Constantine avait en réalité été coupée par Léon, cet homme qui avait habituellement l'air si fragile et mince, comme s'il pouvait être renversé par le vent. Constantine était un seigneur dragon ancien, qui avait vécu d'innombrables ères avec des fondations terriblement profondes et un pouvoir insondable. Même si elle avait donné le maximum au combat, elle n'avait aucune certitude de pouvoir le tuer si facilement. Alors sur quelle puissance s'était-il appuyé ? Comment avait-il fait exactement ? Portant un cœur plein de doutes et l'élan de venir ici pour exiger des réponses, Issa entra dans la salle intérieure pas à pas. Au début, son aura glaciale était pleinement déchaînée, et son expression était sévère et imposante. Mais au moment où son regard tomba sur le lange et qu'elle vit ce petit bébé doux, minuscule, semblable à une poupée et adorablement tout doux, toute la froideur tranchante et la pression autour d'elle disparurent instantanément. Le froid autour de son corps s'estompa, tous ses angles vifs s'adoucirent complètement et elle fut totalement fondue par la mignonnerie de la petite. Il ne resta dans son cœur qu'une douceur infinie. Oh là là, ce petit bébé est vraiment bien trop adorable pour un dragon. Viens là, laisse ta tante te faire un bisou. Mouah. L'objectif initial avec lequel elle avait voyagé tout ce long chemin à travers de vastes terres, portant avec elle un attaché-case plein de questions et de soupçons, fut complètement jeté par-dessus les nuages à cet instant. En voyant cette scène, Léon laissa discrètement tomber la grande pierre suspendue dans son cœur. Il laissa secrètement s'échapper un long soupir de soulagement, et ses épaules, qui avaient été tendues tout ce temps, se détendirent lentement, tandis qu'il marmonnait intérieurement. Tout à l'heure, quand ta sœur est entrée en ayant l'air si féroce, j'ai pensé qu'elle avait découvert qui j'étais vraiment. En voyant cette scène amusante, les lèvres de Rosisa se courbèrent en un léger sourire. Elle comprit parfaitement et répondit doucement. Avant qu'elle ne franchisse la porte, elle voulait probablement vraiment te demander comment tu as eu raison de Constantine,
Mais visiblement, notre fille cadette est bien plus attrayante que cette question. Issa tenait soigneusement le bébé doux et chaud dans ses bras. Plus elle la regardait, plus elle l'adorait. Toutes les lignes de ses sourcils et de ses yeux fondirent en tendresse, et une joie brillante se répandit incontrôlablement sur son visage, alors qu'elle se vantait avec excitation. Surtout la couleur de sa queue. Elle est un peu plus claire pour l'instant, mais une fois qu'elle aura un peu grandi, elle pourrait finir par ressembler presque exactement à la mienne. Les deux petites filles, Noah et Muen, se précipitèrent en avant en même temps, désireuses de ne pas être en reste, se penchèrent pour regarder attentivement, et toutes deux hochèrent vigoureusement la tête en signe d'accord. « C'est vrai !» Issa leva les yeux et regarda vers le couple se tenant tranquillement. Avec un sourire taquin sur le visage, elle plaisanta légèrement. « Alors, Zaolio, beau-frère, pourquoi vous deux ne dites rien? Vous n'aimez pas parler ?» Tenant le doux petit bébé fermement dans ses bras, Issa l'adorait du fond du cœur. Puis, sur le champ, elle commença à taquiner le bébé tendrement, ses paroles pleines de tentation, alors qu'elle essayait d'attirer la petite innocente. « Ma petite chérie, que dirais-tu que ta tante t'emmène au clan du Dragon Rouge, Ta tante ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant. Donc, dans 100 ans, tu seras la prochaine reine du Dragon Rouge. » Léon, qui se tenait là calmement quelques instants auparavant, vit instantanément son expression changer radicalement. Le sentiment de crise dans son cœur monta directement à la limite. Son cœur se serra et il s'empressa d'avancer pour l'arrêter. « Grande sœur, attendez un moment. » Issa fut instantanément amusée par son air anxieux et paniqué. Ses yeux débordèrent d'une joie taquine, alors qu'elle agitait la main avec un rire, puis rendit à contre-cœur l'enfant à sa jeune sœur, Rosisa. « Oh allez, je plaisantais juste. Regardez comme je vous ai fait peur. » Peu à peu, l'atmosphère détendue et taquine se dissipa. Tous les sourires sur le visage d'Issa disparurent. Toute sa prestance changea en un instant, et toute la majesté écrasante unique à la reine Dragon Rouge lui revint. Une aura féroce et imposante balaya toute la pièce d'un coup, et son expression devint incomparablement solennelle et sérieuse. Ses yeux perçants et profonds se verrouillèrent fermement sur Léon. Sans plus tourner autour du pot, elle posa enfin la question centrale qui avait été enfouie le plus profondément dans son cœur depuis le début. « Maintenant, parlons sérieusement. Beau-frère, qu'êtes-vous exactement ?» La situation devint tendue, alors que les soupçons d'Issa commençaient à se transformer en accusations. Elle se tourna vers Léon, sa voix devenant plus menaçante, remarquant qu'elle n'avait jamais imaginé que son beau-frère puisse cacher une puissance pareille dans l'ombre. Elle ajouta que sa sœur Rosissa l'avait décrit comme un dragon pitoyablement faible, incapable du moindre exploit, au point d'être tombé dans le coma à peine 1 mois après leur mariage. Le voyant maintenant debout devant elle avec une puissance indéniable, Issa remit ouvertement en question toute leur histoire. Réalisant le danger, Léon tenta aussitôt de détendre l'atmosphère avec un grand sourire et un pouce levé, prétendant que sa guérison venait entièrement de suppléments au trésor de reins de dragon. Rosissa, sentant la situation devenir dangereuse, intervint rapidement pour le défendre. Elle joua le rôle de l'épouse parfaite, affirmant qu'avec ses soins et son amour, Léon débordait désormais d'énergie. Mais Issa ne semblait absolument pas convaincue. Elle expliqua qu'un dragon ordinaire, même après avoir avalé tous les suppléments possibles, n'aurait jamais la puissance nécessaire pour tuer un roi dragon comme Constantine. Léon sentit son cœur se serrer. Son secret de légendaire tueur de dragons était à 2 doigts d'être découvert. Malgré sa relation compliquée avec Rosissa, il savait qu'apprendre la vérité détruirait leur famille. Son regard se posa alors sur Muen et Noah, et une peur glaciale l'envahit. La peur qu'elle découvre un jour qu'elles n'étaient pas des dragons de sang pur, mais des hybrides. Pire encore, il les imagina rejetés, humiliés, pourchassés aussi bien par les humains que par les dragons. À cet instant, Léon prit sa décision. Personne ne devait jamais apprendre la vérité. Puis soudainement, il leva la tête avec une énergie absurde. En réalité, c'est le rêve de mon enfance. Prenant une pause théâtrale, il commença à raconter comment il avait toujours rêvé d'une vie de famille parfaite.
Il prétendit avoir parcouru le monde entier, traversé montagnes et rivières, jusqu'à rencontrer Rosissa au milieu des ténèbres. Il attrapa ses mains et déclara haut et fort qu'elle était celle qui lui avait offert la chaleur d'un foyer, jurant de la protéger pour toujours. Rosissa resta figée, tellement gênée par son numéro qu'elle en ressentit presque une nausée. Pendant ce temps, Muen et Noah observaient la scène avec de grands yeux brillants. Muen demanda innocemment si papa aimait maman depuis l'enfance. Mais Noah la corrigea aussitôt, expliquant qu'il voulait simplement dire que maman était exactement son type. Issa applaudit lentement, comme touchée par cette histoire, avant de rappeler froidement qu'elle avait posé une question sur ses origines, pas sur leur romance. Mais Léon resta imperturbable. Il affirma que toute la réponse se trouvait justement dans cette histoire. Pour protéger Rosissa, il avait traversé d'innombrables épreuves afin d'obtenir du pouvoir. Se frappant la poitrine avec dramatisme, il déclara que toutes ses souffrances en valaient la peine, parce qu'aujourd'hui, il avait enfin réussi à protéger sa femme et ses filles. Rosissa intervint alors doucement pour le soutenir, assurant à sa sœur que Léon n'avait aucun secret pour elle et qu'il était entièrement dévoué à leur famille. Face à leur unité, Issa finit par soupirer et céda. Elle admit qu'insister davantage serait déplacé et reconnut au moins que Léon prenait ses promesses très au sérieux. Quand elle se tourna finalement vers lui, Léon répondit simplement avec un sourire espiègle. Un homme ne doit jamais mériter d'être soupçonné. Observant leur conversation depuis le côté, Rosissa se surprit à réfléchir à la façon dont Léon, malgré son titre de plus puissant tueur de dragons, gardait souvent un comportement presque enfantin. Un côté immature, complètement opposé à l'image terrifiante qu'il renvoyait sur le champ de bataille. Pourtant, c'était peut-être justement ces petits défauts qui le rendaient si réel à ses yeux. Et étrangement, cela suffisait à apaiser son cœur. Rosissa serra doucement sa fille contre elle et ferma les yeux. À cet instant, elle réalisa à quel point elle était heureuse d'avoir un mari aimant et des enfants auprès d'elle. Voyant leur mère s'endormir, Muen et Noah commencèrent aussitôt à faire chut à Léon et Issa. « Chut, maman dort. Pourquoi vous parlez aussi fort tous les deux ?» Issa se tourna vers les filles avec un sourire attendri. « Très bien, très bien. Ne dérangeons pas maman pendant qu'elle se repose. Tata a faim. Allons chercher quelque chose à manger pour Tata. » Avant de partir, elle jeta un dernier regard vers Léon. « Toi aussi, repose-toi bien. » Après leur départ, un calme profond envahit enfin la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, l'air semblait léger. Léon expira lentement en s'essuyant le front. Cacher la vérité est plus fatigant qu'un champ de bataille, marmonna-t-il à voix basse. Épuisé, il se rallongea aux côtés de Rosissa et de leur bébé. Quelques instants plus tard, des rayons dorés traversèrent la fenêtre, illuminant leur sommeil paisible. Mais soudainement, Rosissa ouvrit les yeux et aperçut Léon endormi juste devant elle. Son regard se posa sur son visage, et sans même s'en rendre compte, sa main s'avança lentement vers lui. « J'ai tellement envie de te donner une queue de dragon », murmura-t-elle malicieusement. À moitié endormi, Léon répondit presque instinctivement. « Moi, j'ai envie de te couper ta queue de dragon. » Rosissa recula immédiatement, le visage rouge jusqu'aux oreilles. « Ah, attends, tu dormais pas vraiment ?» Léon esquissa un sourire amusé. Il s'était réveillé au moment exact où elle l'avait touché. Leur petit jeu continua quelques instants pendant qu'il la taquinait sur le fait qu'elle l'observait en cachette. Et même si Rosissa nia farouchement, prétendant qu'elle regardait uniquement leur fille, ses joues écarlates racontaient une toute autre histoire. Puis son expression changea brusquement. « Tu as failli te faire découvrir aujourd'hui », dit-elle finalement d'une voix grave. « Ma sœur était dangereusement proche de comprendre qui tu étais vraiment. » Léon se redressa lentement, son regard devenant sombre. Il admit qu'Issa avait presque découvert qu'il était humain, mais révéla ensuite quelque chose de bien plus inquiétant. Constantine, le roi dragon qu'il avait affronté, connaissait déjà sa véritable identité. Rosissa écarquilla les yeux. « Quoi ? Vous vous étiez déjà rencontrés ?» Léon secoua la tête. « Non,
jamais directement. Même sur le champ de bataille, mon armure et mon déguisement rendaient impossible toute identification. Pourtant, il connaissait mon nom, mon titre, et le fait que j'étais humain. Un silence pesant tomba dans la pièce. Le dragon étant mort, il n'existait plus aucun moyen de découvrir comment cette information avait pu fuiter. Rosisa commença alors à réfléchir profondément. Plus elle y pensait, plus quelque chose lui semblait terriblement étrange. Les mouvements inhabituels des dragons cette dernière année, les paroles de Constantine, tout semblait lié à quelque chose de beaucoup plus grand. Puis soudain, un souvenir lui revint. Le pacte secret qu'elle avait conclu avec le maître de Léon. La promesse qu'il ne retournerait jamais dans l'Empire avant 1 an. Rosisa fixa Léon intensément, son cœur commençant à battre plus vite. Et pour la première fois, elle se demanda si ce pacte n'était pas la véritable clé de tout ce mystère. Peut-être était-il enfin temps de lui dire la vérité. Plusieurs jours passèrent, et Léon décida d'emmener sa famille se promener pour profiter du beau temps. Leur fille nouveau-née, Aurora, remarquant des papillons qui voletaient autour d'elle, se mit à les poursuivre, se déplaçant plus vite que n'importe quel dragon adulte. Témoin de la scène, Muen s'exclama « Grande sœur, tu vois comme notre petite sœur est incroyable !» Noah hocha la tête en signe d'accord et commença à noter dans son carnet les exploits remarquables de sa sœur. Non loin du jeu des enfants, Léon et Rosisa s'étaient installés ensemble. Léon demanda à sa femme à quel âge les enfants dragons commençaient généralement à parler. Rosisa expliqua que la plupart des jeunes dragons commençaient à parler vers 2 mois, soulignant que leur fille Noah avait dit « maman » alors qu'elle avait à peine plus d'1 mois. En regardant Noah apprendre à sa petite sœur les mots « maman » et « papa », Léon ressentit de la fierté. Il était toutefois légèrement intimidé par le brillant de sa fille, réalisant quel avenir sans faille l'attendait avec de tels talents. Rosisa regarda le visage de Léon et décida de lui demander à quel âge les enfants humains commençaient généralement à parler. Léon répondit que c'était habituellement entre 8 et 12 mois. Décidant de le taquiner, Rosisa demanda « Puisque tu es un tel génie, est-ce que ça veut dire que toi tu parlais dès ta naissance ?» Léon renâcla en réponse, déclarant que s'il n'avait peut-être pas parlé plus tôt que les autres enfants, il pouvait déjà tuer des dragons depuis le moment où il était né. Leur badinage conjugal fut immédiatement interrompu par la voix de Noah, qui amenait sa petite sœur épuisée, disant que le bébé semblait à bout de force. Rosisa prit doucement sa fille, la berçant tendrement. Elle la déposa dans son berceau en lui chuchotant « Dors, mon bonheur. Ferme les yeux. Maman sera là jusqu'à ce que tu t'endormes. » Léon, voulant faire plaisir à ses filles pendant la promenade, sortit d'un panier des sandwichs qu'il avait préparés et demanda « Quelqu'un a faim ?» Muen s'exclama de joie « Oui, j'en veux un !» Noah, elle, déclina poliment la proposition, voulant montrer qu'elle était déjà grande. Muen mordit dedans à belles dents, le visage rayonnant de plaisir. « C'est tellement délicieux !» Mais Noah voulait quelque chose de tout à fait différent de son père. Se tournant vers lui, elle dit qu'elle avait parfaitement maîtrisé le coup de foudre qu'il lui avait appris pendant les dernières vacances d'hiver et qu'elle voulait maintenant apprendre quelque chose de nouveau. Quand Léon lui demanda quoi exactement, Noah le regarda en essayant de réprimer la rougeur que la joie lui montait aux joues. Elle finit par forcer quelques mots. « Je veux ce mouvement-là, celui que tu as utilisé pour vaincre Constantine. Apprends-moi ce coup génial. » Léon comprit qu'elle parlait de la transformation en épée de foudre. Il trouva un peu étrange qu'elle soit impressionnée par ce mouvement, car il n'est considéré que comme une technique de rang B, même si elle demande un contrôle précis de la condensation et de la forme de l'élément foudre. Cependant, après quelques secondes, il réalisa avec horreur toute la portée de cette demande. Cette nuit-là, il avait dépensé des mois de mana accumulés pour en finir rapidement avec Constantine. Léon lui dit qu'il était trop fatigué pour le moment et qu'il lui apprendrait dans quelques jours. Mais Rosisa était d'un avis tout à fait différent. Elle suggéra de faire une petite démonstration, puisque Noah en faisait la demande. Les yeux de Noah s'illuminèrent de joie. N'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait, elle redemanda s'il allait vraiment le faire.
Léon regarda sa femme en se demandant pourquoi elle avait soudainement décidé de le mettre dans cette situation, sachant pertinemment qu'il n'avait presque plus de force. Se sentant acculé, il accepta à contre-cœur une courte démonstration. Il se leva, prit une posture concentrée, expira profondément et rassembla son énergie restante. Il frappa ses mains l'une contre l'autre en invoquant la magie de foudre de rang B. Des étincelles d'électricité commencèrent à crépiter entre ses paumes, tandis qu'il criait le nom de la technique. Transformation en épée de foudre. Un brillant éclair de lumière bleue jaillit de ses mains, formant une lame. Mais celle-ci n'avait rien à voir avec celle de la légendaire bataille. Dans ses mains n'apparut qu'une pitoyable ressemblance avec un poignard. Léon le tendit maladroitement à sa fille, qui contempla le spectacle avec un visage quelque peu déçu. Elle leva les yeux vers son père et dit « Je voulais une épée de foudre, pas un cure-dent. » Rosisa éclata immédiatement de rire. Léon, tentant de retrouver sa fierté, affirma que la version grandeur nature était trop dangereuse pour une démonstration. Rosisa s'approcha alors de lui, posa une main sur son épaule et se pencha près de son oreille, lui chuchotant « La petite lame avait l'air vraiment mignonne. » Alors qu'il se préparait à rentrer, Léon marmonna entre ses dents « Tu regretteras ça un jour. » Mais tandis qu'il rentrait, la nuit tomba très soudainement. De retour au palais, Rosisa décida de confier une mission à ses filles pour la nuit. Elle plaça leur petite sœur dans les bras de Noah en expliquant que ce soir, les 3 sœurs devaient dormir ensemble pour renforcer leur lien. En entendant cela, Muen s'exclama « Je veux dormir avec ma petite sœur !» Noah, tentant de calmer son excitation, la rabroua. « Hé, du calme, tu vas réveiller notre sœur !» Muen se couvrit immédiatement la bouche de ses mains et répondit « D'accord !» Rosisa s'approcha d'elle et voyant leur enthousiasme dit « Bien, je vois que vous comprenez. Puisque la mission est claire, vous devez l'accomplir sérieusement. » Noah, serrant sa sœur contre elle, répondit « Je ne te décevrai pas, maman. » Tandis que Muen trottinait derrière elle en marmonnant pour elle-même « L'unité spéciale des filles dragons est de retour en action. Nous accomplirons certainement une mission aussi difficile. » Restés seuls, Léon les regarda s'occuper de leur petite sœur et remarqua que leur fille avait suffisamment grandi pour partager les responsabilités de leurs parents. Mais dès que Muen et Noah furent partis, le moment de vérité arriva. D'une voix espiègle, Rosisa prononça le nom de Léon. Léon sentit soudainement que quelque chose n'allait pas et demanda nerveusement ce qu'elle voulait. Elle fit un pas vers lui, mentionnant à quel point il avait travaillé dur pour vaincre Constantine l'autre jour. Léon tenta de minimiser ses exploits, disant que ce n'était rien, mais elle insista que c'était un grand service rendu à leur clan. Se penchant plus près, elle déclara « Puisque tu as si bien réussi, je devrais te récompenser avec quelque chose de spécial ce soir. » En regardant son visage, Léon comprit immédiatement à quoi elle faisait allusion et qu'il n'avait nulle part où fuir. Profitant d'une fraction de seconde d'hésitation, Léon se glissa hors de portée de Rosisa et s'élança hors de la pièce. Il courut le long du couloir, sa voix résonnant contre les murs en un cri de panique. « Au secours! Sauvez-moi! Elle veut me dévorer entièrement !» Mais Rosisa était déjà à sa poursuite, les yeux rivés sur sa silhouette en fuite, portée par des mois de retenue forcée et une détermination absolue à s'emparer de sa récompense. De nouveau acculé après s'être précipité dans une chambre d'amis voisine, Léon se jeta par-dessus un lourd canapé, s'en servant comme barricade de fortune, tout en pointant vers elle un doigt tremblant. « Je te préviens, reine des dragons, j'ai lu dans un livre qu'on ne peut pas se livrer à ce genre de choses pendant au moins 2 mois après l'accouchement, sous peine de causer des dommages catastrophiques à ton corps. » Imperturbable et totalement inflexible, Rosisa réduisit la distance jusqu'à le coincer dans un coin, une lueur d'excitation sauvage dansant dans ses yeux. « Et quel genre de livre lisais-tu » demanda-t-elle, sa voix se muant en un ronronnement dangereux. Tremblant de la tête aux pieds, Léon ferma les yeux de toutes ses forces et hurla le titre. « Les soins postpartum pour les reines dragons !» Rosisa ne fit que siffler face à cette réponse absurde, se penchant par-dessus le dossier du canapé pour le clouer sur place d'un regard intense et implacable. « C'est complètement absurde. Je te veux maintenant.
Le corps d'un puissant dragon se remet totalement en 2 ou 3 jours après un accouchement réussi, ce qui signifie que je suis plus que prête. En entendant ces mots, Léon réalisa enfin dans quel pétrin il s'était fourré, et la situation lui parut totalement critique. Rosisa souleva le canapé et le jeta de côté sans le moindre effort, son ombre s'étendant au-dessus de lui. 2 mois ? Je n'ai jamais entendu pareille chose, continua-elle en regardant le visage paniqué de Léon. Elle découvrit ses dents acérées dans un sourire menaçant et chuchota. « Puisque tu sais déjà exactement ce que je veux faire, donne-le-moi et arrête de résister. Je ne peux plus me retenir. » Tremblant de tout son corps, Léon chercha désespérément une issue et bégaya, se rappelant son ancienne gloire. « Tu as vu ma puissance quand j'ai combattu Constantin. Laisse-moi te dire, ne pense pas que parce que tu es la mère de mes enfants, j'irai doucement avec toi. » Il détourna brusquement la tête, mais avant même qu'il puisse terminer sa menace, elle le saisit sans effort comme un enfant capricieux. « Oh là là, j'ai tellement peur !» se moqua-t-elle avec malice. « Un homme fort, c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui. » Approchant son visage tout près du sien, elle ronronna. « Si tu avais vraiment la puissance que tu as démontrée contre Constantin, serais-tu encore là à négocier avec moi ?» Léon tenta de garder son calme et de projeter une certaine assurance, grommela sur la défensive. « C'est simplement parce que je ne veux pas user de force brute contre toi. Et puis, je ne t'ai même pas mise en colère aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Croisant les bras sur sa poitrine, elle tapa du pied et déclara « Tu as la moindre idée du temps qui s'est écoulé depuis notre dernière partie de reine et prisonnier ?» Rosisa gonfla les joues et agita les poings frénétiquement. « 6 mois et 7 jours exactement. Tu as la moindre idée de comment j'ai survécu ces 6 derniers mois ?» Léon lui répondit en criant « La façon dont tu as occupé ton temps n'a absolument rien à voir avec moi. Je suis un homme, et moi aussi j'ai réussi à le supporter. Alors comment toi, une femme, peux-tu être à ce point obsédée ?» Soudain, Rosisa le plaqua violemment contre le mur, les yeux plantés dans les siens. « 2 mois ? Je n'ai jamais entendu pareille chose, » continua-elle en regardant le visage paniqué de Léon. Elle découvrit ses dents acérées dans un sourire menaçant et chuchota. « Puisque tu sais déjà exactement ce que je veux faire, donne-le-moi et arrête de résister. Je ne peux plus me retenir. » Tandis que Rosisa commençait à déchirer ses vêtements, Léon lui cria dans un état de totale désespération. « C'est la première fois que je vois quelqu'un exprimer ses désirs avec une telle impudence éloquente. Allez, ne déchire pas mes habits. Muen, Noah, sauvez votre papa. » Mais Rosisa se contenta de ricaner face à ces appels frénétiques. « Assez parlé, regarde comme tu me réponds en ce moment. Ça ne fait que 6 mois et tu oses déjà me parler ainsi. Si ça continue, j'ai bien peur que tu finisses par essayer de me voler mon trône. » Continuant à déchirer ce qui lui restait de tenue, elle ajouta fermement « Il m'est absolument nécessaire de te discipliner en temps voulu. Je dois m'assurer que tu comprennes clairement la hiérarchie familiale dans notre foyer. » Reculant à 4 pattes sur le lit pour échapper à son emprise, Léon s'exclama avec une lourde rancœur. « Si j'avais su plus tôt, j'aurais laissé Constantin avec un dernier souffle de vie. Quand il aurait rallié ses forces pour venir se venger de toi, j'aurais simplement abandonné le combat et capitulé complètement. » Nullement troublée par ces menaces en l'air, la reine des dragons sourit simplement. « Oh, puisque tu le formules ainsi, murmura-t-elle, cela me donne encore plus envie de récompenser mon dieu gardien. » La mâchoire de Léon se crispa, tandis que la terreur et un épuisement total le submergèrent. La regardant droit dans les yeux, il pensa sombrement. On dirait que cette femelle dragon est bien décidée à me dévorer entièrement cette nuit. Puisqu'il n'y a de toute façon pas moyen d'y échapper, je suis totalement perdu. Réalisant que sa perte était inévitable, Léon décida qu'il agirait au moins exactement comme il le souhaitait. Rassemblant les ultimes restes de sa magie, il bondit en avant pour saisir Rosisa. Dans un grand fracas, Léon plaqua Rosisa sur le lit. Tandis que son immense énergie commençait à faiblir sous son assaut soudain, il plongea son regard féroce dans son visage et cria triomphalement. « Et maintenant, qui est le maître ici ?» Mais Rosisa ne lui résista pas du tout.
Elle se contenta de le regarder avec une lueur d'intense anticipation et demanda doucement « Et qu'est-ce que tu comptes faire de moi, exactement, mon chéri ?» En voyant Rosisa allongée, totalement sans défense sous lui, la marque du dragon sur la poitrine de Léon s'enflamma soudainement d'une brillante intensité. Instantanément, le blason du dragon correspondant sur la poitrine de Rosisa s'activa en réponse, pulsant d'une énergie cosmique aveuglante. Portés par l'attraction irrésistible des marques de dragons illuminés, leur désir s'emballa au-delà de tout contrôle, et incapables de lutter davantage, leurs lèvres s'unirent en un baiser profond et enivrant. Léon commença à la serrer étroitement contre lui, écartant lentement ses vêtements restants. Cette nuit marqua le début de l'affrontement acharné de Léon, une bataille intense qui surpassait de loin, en intensité et en gravité, son légendaire duel contre Constantin. Mais après plusieurs heures de guerre incessante et épuisante, alors que le matin approchait, Léon se redressa sur le lit, son corps meurtri et vidé par l'épreuve. « Ah, tout mon corps est tellement douloureux !» gémit-il en se frottant les yeux d'un épuisement absolu. Il se tint les reins tandis qu'une vive douleur s'y enflammait, réalisant pleinement qu'il était loin d'avoir livré son dernier combat, et prenant conscience de la position terriblement vulnérable dans laquelle il s'était retrouvé. Il avait accumulé ses forces pendant 6 mois entiers, pour les voir complètement vidées et épuisées en une seule nuit. Léon savait que s'il avait la chance de se réveiller en un seul morceau, survivre à cela relevait du miracle des miracles. Il commença à chercher Rosisa des yeux dans la pièce, marmonnant entre ses dents avec une rancœur persistante. Cette maudite reine des dragons, comment a-t-elle pu me traiter ainsi ? Mais au moment où il aperçut Rosisa assise devant la coiffeuse, il en fut un instant complètement sans voix. Sentant son regard posé sur elle, Rosisa se retourna dans sa direction en demandant avec un sourire radieux. « Oh, tu es réveillée ?» Léon ne pouvait que la regarder d'un air vide. Il ne pouvait se résoudre à dire à voix haute à quel point il était profondément impressionné par sa tenue et sa nouvelle coiffure. La regardant de côté, il s'éclaircit la gorge et demanda « Pourquoi t'es-tu habillée ainsi aujourd'hui ? J'ai déjà donné naissance à notre deuxième enfant, alors j'avais envie de passer à un style plus mature. Alors, comment c'est ? Je suis belle ? Expliqua-t-elle joyeusement en s'approchant du lit. Léon ne s'y a même pas, la regardant droit dans les yeux avec une expression plate et totalement indifférente. « Moyen », dit-il sans détour. Mais cette réponse n'impressionna guère Rosisa. Elle grimpa aussitôt sur le lit en direction de Léon. Terrorisé, Léon recula en se faufilant dans les oreillers, tandis qu'elle se rapprochait de plus en plus. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est le matin. Les filles vont se réveiller et arriver d'une minute à l'autre. La nuit dernière n'était vraiment pas suffisante pour toi ?» bégaya-t-il dans une pure panique. Rosisa le cloua fermement sur le matelas, s'asseyant directement sur lui. « Je te donne une dernière chance de reformuler, » menaça-t-elle. « Répète. » Léon détourna la tête obstinément, refusant de céder malgré la sueur qui lui coulait sur le visage. « Même si tu me donnais 10 autres occasions, cette tenue serait quand même juste. » Avant qu'il puisse terminer sa phrase, son visage se pencha impossiblement près. « On dirait que nos filles vont devoir dormir toutes ensemble encore une fois, » ronronna-t-elle avec une malice absolue. Léon se figea instantanément, saisissant pleinement son allusion sinistre et menaçante. Affichant immédiatement un grand sourire, Léon s'écria à plein poumon « Elle est aussi d'une beauté unique, absolument magnifique !» Laissant échapper un rire satisfait, Rosisa dit « Au moins, tu sais ce qui est bon pour toi. Il y a un banquet de célébration ce soir, alors assure-toi d'être bien préparé. Bien, en tant que mon mari, tu as l'obligation de maintenir une bonne condition physique et un corps en bonne santé en permanence. Ne te permets pas de négliger ton entraînement et de te transformer en un oncle bedonnant d'âge moyen, ajouta-t-elle sèchement. Léon se cala contre la tête de lit et lui demanda « Depuis quand les prisonniers doivent-ils participer au banquet de célébration ?» S'arrêtant net, elle lui lança un regard par-dessus l'épaule. « Pourquoi crois-tu que tu n'aies toujours pas été exécuté par moi ?» demanda-t-elle calmement. Léon continua à fixer son visage, murmurant entre ses dents « Parce que tu n'as pas pu te résoudre à le faire. » Mais en entendant une telle réponse, Rosisa le plaqua de nouveau sur le lit. « Non, je veux que tu sois mon prisonnier pour le reste de ta vie, pour toujours et à jamais.
Ne pense même pas à t'échapper. Tu seras mien éternellement. Je ne te céderai jamais à quiconque, déclara-t-elle avec une domination absolue. Il semblerait que le cycle infernal des batailles nocturnes de Léon soit officiellement de retour, et il nous reste encore à découvrir ce qui nous attend exactement lors de la prochaine célébration festive. Le grand banquet de victoire dont Rosissa avait parlé était par nature trompeur dès le départ, car la célébration pour laquelle ils s'étaient tous réunis avait eu un coût terriblement élevé. Montant sur scène devant une foule au cœur lourd, Rosissa s'adressa à son peuple rassemblé d'une voix solennelle. Elle évoqua le récent raid surprise du clan des Dragons de la Flamme Rouge, reconnaissant que bien que le clan des Dragons d'Argent soit finalement sorti victorieux, le prix de cette victoire avait été écrasant. Au cours de ce féroce conflit, ils avaient perdu 234 vaillants guerriers dragons d'argent. Debout devant ses sujets, Rosissa partagea leur profonde douleur collective face au tragique sacrifice de leurs frères d'armes. Elle les exhorta néanmoins fermement à se ressaisir et à trouver la force de se relever, précisément en raison de cette perte immense. Elle annonça qu'ils s'étaient réunis ce soir-là pour lâcher personnellement des lanternes guides, espérant que ces flammes éternelles éclaireraient le chemin du retour pour les âmes héroïques et leur permettraient de voler librement dans les cieux pour toujours. En quelques instants, le sombre ciel du soir fut entièrement rempli de centaines de lanternes lumineuses, dérivant comme une mer d'étoiles chaleureuses au-dessus de la ville, transformant leur deuil commun en un hommage serein et à couper le souffle. Mais les larmes furent brusquement remplacées par les festivités de la nuit. Non loin du banquet en cours, Shirley s'approcha de Léon et lui demanda si le prince consort, en tant que protagoniste principal du banquet de victoire d'aujourd'hui, ne devrait pas rejoindre la reine. Léon refusa, répondant qu'au lieu de se tenir devant une foule immense, il préférait rester en retrait pour veiller sur sa fille. Shirley lui fit remarquer que de nombreux dragons mouraient d'envie d'apercevoir son vrai visage sous le casque, puisqu'il était le héros qui avait sauvé le clan des Dragons d'Argent. Gêné, Léon laissa échapper un rire maladroit, se disant intérieurement à quel point cela sonnait vraiment étrange. Lui, un héros humain, était soudainement devenu un héros des Dragons d'Argent, après avoir vécu parmi eux pendant 3 ans. Léon ajouta à l'intention de Shirley qu'il n'était absolument pas un héros, et qu'il n'y avait rien qui vaille la peine d'en parler. Shirley le regarda, profondément touchée par sa modestie. Elle pensa que le prince consort, tout comme sa majesté, possédait une force immense, mais préférait garder un profil bas. Elle réalisa que c'était exactement ainsi que pensent les véritablement puissants, une noble qualité dont elle se sentit inspirée à apprendre. Non loin de là, Rosissa échangeait activement avec ses sujets, riant de bon cœur et levant une gigantesque chope en bois en réponse à un toast. Shirley expliqua à Léon que boire faisait aussi partie du travail de la reine, notant que sa majesté était incroyablement résistante à l'alcool. Elle acceptait tout toast qu'on lui proposait, et il était exceptionnellement rare de la voir ivre. Léon posa les yeux sur sa femme de loin, réfléchissant à son épuisement caché. Il murmura entre ses dents qu'elle n'avait même pas encore pleinement récupéré ses forces, alors elle devrait vraiment se reposer davantage, la traitant de stupide dragon. Reportant son attention sur sa fille, il adopta un ton affectueux et enjoué, avertissant la petite de ne pas suivre l'exemple de sa mère. Il lui dit qu'elle devrait équilibrer travail et repos plutôt que de devenir une accro au travail, sans quoi le cœur de son papa se serrerait d'inquiétude. Le bébé babilla joyeusement en réponse, tendant soudain le bras et assénant un coup de poing minuscule mais vif directement sur la mâchoire de Léon. Léon se mit à complimenter sa petite fille pour une telle force incroyable. Il plaisanta en disant que même Constantin n'avait pas réussi à le frapper assez fort pour lui faire mal, mais qu'elle lui avait vraiment fait mal à la mâchoire, prouvant qu'elle était bien plus redoutable que lui. Un peu plus tard, les servantes s'approchèrent de Léon en disant que l'heure du coucher de la jeune princesse était arrivée et qu'elles allaient l'emmener dormir. Léon les remercia et confia la petite à leurs soins. Une fois les servantes parties, Léon voulut jeter un coup d'œil à ce que faisait sa femme. Soudain, il reçut le choc sourd d'une chope de bière en plein visage. Léon sursauta de surprise en remarquant la boisson qui éclaboussait dans sa main. Rosissa,
abandonnant totalement sa prestance habituelle de reine, se pencha en avant avec un rouge vif aux joues, tendant la chope massive et demandant avec un enthousiasme d'ivrogne s'il voulait boire. Léon se recula légèrement pour éviter de se renverser le liquide dessus, et répondit qu'il appréciait, mais qu'il ne buvait pas d'alcool. Rosissa souffla, faisant la moue la tête renversée en arrière, et grommela que s'il ne voulait pas boire, elle le boirait elle-même. Léon, tentant de l'en empêcher, lui dit qu'elle était déjà complètement ivre et qu'elle devrait lever le pied. Mais Rosissa ignora son inquiétude, exigeant simplement de savoir pourquoi il n'arrêtait pas de se balancer d'avant en arrière et lui ordonnant de rester immobile. Léon, la regardant osciller dangereusement, lui fit remarquer d'un air pince sans rire que c'était elle qui faisait tout ce vacillement de son côté. Réalisant qu'elle était complètement instable, il soupira et se demanda exactement combien elle avait réussi à boire, lui suggérant de s'asseoir là pour dégriser un peu. Avant qu'elle ne tombe, il s'avança et la tint fermement, la laissant s'appuyer de tout son poids contre lui. Complètement ivre, Rosissa rejeta la tête en arrière et se lamenta bruyamment vers le ciel nocturne, se plaignant que le métier de reine n'avait absolument rien d'amusant. Léon regarda sa femme faire la moue et plaisanta en demandant que si ce n'était pas amusant, pourquoi le faisait-elle avec un tel sérieux intense ? Puis il proposa en riant une solution, lui demandant « Et si elle lui cédait le trône pour qu'il puisse être le grand patron des dragons d'argent à la place ?» Curieux de voir sa réaction. En entendant le mot trône, Rosissa devint songeuse. Elle murmura que le trône n'était rien de plus qu'une cage, et que lorsqu'une personne finit par s'y asseoir, sa vie ne lui appartient plus. Un silence soudain s'installa entre eux, tandis que sa main remonta doucement pour toucher le bout du nez de Léon, et elle proclama fièrement que malgré tout, elle s'accrocherait obstinément à sa place dans cette cage et exécuterait parfaitement tous ses devoirs, demandant avec malice qui d'autre pourrait bien être la meilleure reine du monde entier si ce n'était pas elle. Assis ensemble sur le rebord de pierre sous le vaste ciel étoilé, Rosissa leva le bras bien haut avec un enthousiasme d'ivrogne, exigeant bruyamment que Léon déclare si oui ou non elle était la meilleure reine absolue. Léon acquiesça volontiers, confirmant que oui, elle était bien la meilleure reine. Ravie par sa réponse, elle s'exclama que la meilleure reine méritait le captif le plus puissant, appelant ça une paire parfaite. Puis elle bredouilla que ce captif à elle était en réalité assez redoutable, avouant qu'avant elle pensait que ses paroles n'étaient que de la vantardise. Léon rétorqua qu'il était bien sûr redoutable, lui demandant si elle croyait vraiment qu'il s'était lui-même attribué le titre de plus grand chasseur de dragons, soulignant fièrement que c'était officiellement reconnu par l'Empire lui-même. Rosissa souffla immédiatement, levant les yeux au ciel et lui rappelant que malgré tout cela, il y a 3 ans, il avait quand même fini comme son captif. Le sourire victorieux de Léon s'effaça instantanément et il commença à bégayer pour se défendre, arguant qu'un traître l'avait piégé à l'époque. Sans ça, il l'aurait facilement eu. Rosissa se rapprocha, lui demandant ce qu'il lui aurait exactement fait. Léon se figea, le visage virant au rouge cramoisi, et commença à mâcher ses mots, essayant nerveusement de se justifier en rappelant qu'à l'époque ils étaient encore des ennemis jurés. Léon ne comprenait pas pourquoi les mots lui étaient soudainement restés dans la gorge, se demandant s'il avait réellement développé une forme profonde de compassion pour ce dragon. Voyant sa confusion, Rosissa pencha la tête et lui demanda si ces mots signifiaient qu'ils n'étaient plus ennemis maintenant. Léon détourna rapidement le regard, le visage encore brûlant, et marmonna une mise au point défensive, déclarant qu'ils étaient toujours ennemis, et qu'ils élevaient simplement 3 filles ensemble à titre temporaire. En entendant cette réponse, Rosissa enfonça ses doigts dans les joues de Léon en criant « Ah, espèce de malpropre, tu m'as rendue enceinte 2 fois et tu m'appelles encore ton ennemi ? Même si la fin du monde arrive, avec une langue comme la tienne, toi, Léon, tu trouveras forcément un moyen de survivre. » Léon ne put que marmonner de manière incohérente, la suppliant de le lâcher. Rosissa refusa obstinément, criant qu'elle ne le relâcherait pas tant qu'il n'aurait pas officiellement admis être son captif. Perdant patience, Léon l'avertit de ne pas venir se plaindre s'il prenait des contre-mesures.
Rosissa se jeta agressivement sur lui, criant qu'il osait la soulever et lui ordonnant de la lâcher, tandis que Léon tenait fermement sa position en lui criant de lâcher prise en premier. Cependant, leur bataille ne dura pas très longtemps. Réalisant qu'il vaudrait mieux retourner vite auprès de leur fille au banquet, ils convinrent tous les deux de se lâcher au compte de 1. Ensemble, ils commencèrent à décompter simultanément. 3, 2, 1... Malgré le fait qu'ils étaient ensemble depuis si longtemps et avaient déjà des enfants ensemble, ils ne réussirent à se lâcher les joues qu'avec une grande difficulté. Léon resta assis là à presser sa main contre sa joue meurtrie et douloureuse, tandis que Rosissa regardait ailleurs avec une expression légèrement embarrassée et confuse. Rosissa l'interpella ensuite, lui demandant de lui expliquer davantage la trahison qu'il avait vécue, car elle était sincèrement curieuse de savoir qui pouvait bien trahir quelqu'un d'aussi bon et pour quelle raison. Pour la première fois, elle manifesta un intérêt sincère pour son passé et prit soin de lui de cette façon. Désormais, Rosissa est fermement résolue à découvrir exactement ce qui s'est passé et pourquoi il a été trahi. Léon a commencé à raconter son histoire à Rosissa. Il a expliqué que 3 ans auparavant, il avait reçu un ordre de l'empereur stipulant qu'il devait immédiatement lancer un assaut sur le sanctuaire du dragon argenté. Avec ses compagnons, il s'était immédiatement mis en route pour cette mission. Cependant, tout semblait se dérouler très facilement pour son groupe, car les forces principales de l'armée humaine avaient engagé les guerriers du dragon argenté aux portes de la ville, attirant ainsi avec succès les défenses principales du sanctuaire. Profitant du chaos, Léon avait mené ses compagnons pour lancer une attaque surprise sur les flancs depuis les 2 côtés et percer leurs lignes. Tout se déroulait à merveille. Leur escouade avançait avec une précision parfaite, perçant les défenses du périmètre extérieur, jusqu'à se retrouver à un pas seulement d'infiltrer le sanctuaire intérieur du sanctuaire du dragon argenté. Mais ce qui avait si bien commencé prit rapidement fin, lorsque tout devint soudainement noir devant les yeux de Léon. Il croyait qu'ils étaient attaqués par des dragons. Quelques secondes plus tard, la lame de quelqu'un traversa son torse de part en part. Bien plus tard, Léon réalisa qu'un sort d'illusion avait été utilisé sur lui, et pour que celui-ci soit pleinement efficace, le lanceur devait se trouver tout près de lui. Mais ce n'était même pas le plus important. L'attaquant possédait des informations précises concernant son armure, sachant qu'elle pouvait dévier presque toute attaque standard. Cette personne avait choisi une arme spécifique imprégnée d'un enchantement perforant, conçu pour contourner sa défense. À partir de là, Léon comprit une chose. Le coupable ne pouvait être qu'une personne proche de lui, quelqu'un qui le connaissait parfaitement, l'un de ses coéquipiers les plus fiables. Peu après l'embuscade, la position de leur escouade fut totalement compromise. Une unité de dragons argentés chargeait droit sur eux. Réalisant la gravité extrême de la situation, ses coéquipiers décidèrent de l'abandonner. Transporter leur commandant à l'article de la mort serait devenu un obstacle pour leur propre fuite. Laissé pour mort, dans tout ce chaos, Léon finit par être capturé. Après avoir brièvement résumé toute la situation à sa femme, Léon afficha un léger sourire. Le traître ne devinerait jamais qu'il était non seulement vivant et en bonne santé, mais qu'il était aussi devenu le faux époux de la magnifique reine dragon, et le père de 3 adorables filles. Rosissa, visiblement bouleversée par ce récit, demanda alors à Léon : « Sais-tu déjà qui est ce traître, qui t'a poignardé dans le dos ?» En réponse, Léon se remémora le vice-capitaine Vincus, son ancien camarade de classe, qui, comme lui, venait d'un milieu modeste sans relation puissante. Malgré cela, Vincus avait réussi à atteindre le poste de vice-capitaine uniquement grâce à sa propre force. Léon admit que même si Vincus avait toujours été l'éternel second derrière lui, cet homme restait incroyablement compétent. Après la chute de Léon, c'est Vincus qui prit le commandement de l'armée et mena les forces restantes hors de l'encerclement ennemi. Ensuite, Léon porta son attention sur le mage de soutien Martin. Martin venait d'une famille influente, étant le plus jeune fils d'un éminent ministre impérial. Après l'obtention de son diplôme, par profonde admiration pour son capitaine, Martin avait spécifiquement demandé à rejoindre son escouade, faisant le serment de devenir un tueur de dragons tout comme lui. En entendant cela, Rosissa décida de le taquiner. « Alors comme ça, tu t'es trouvé un fan ?» Mais Léon répondit rapidement. « Non, non, n'imagine pas n'importe quoi. J'avais aussi une fille dans mon escouade, nommée Lyrica, qui assurait un soutien de tir lourd. »
Elle était experte dans tous les types d'armes à feu, et malgré sa petite taille, elle devenait totalement déchaînée dès qu'elle tenait une arme entre les mains. Léon ajouta avec un sourire qu'en plus de cela, elle était extrêmement bavarde, et que, pour une raison ou une autre, elle s'accrochait souvent à lui. En entendant cela, Rosisa exigea immédiatement une réponse. « Alors comme ça, tu avais une fille dans ton escouade ? Eh bien, dis-moi, à quoi elle ressemblait ? Était-elle plus belle que moi ?» Léon répondit timidement qu'elle était assez jolie, bien qu'il n'y ait jamais vraiment prêté attention. Il ajouta même avoir entendu dire par Martin qu'elle avait de nombreux soupirants. Mais cette réponse ne satisfit absolument pas Rosisa. Alors comme ça, tu étais ravi d'avoir une jolie fille à regarder dans ton escouade pendant les combats ? Tentant de calmer Rosisa, Léon lui dit « Oh, on dirait que la bière a tourné, car il y a une nette odeur aigre de jalousie dans l'air. » Incapable de supporter de telles paroles, Rosisa écrasa la chope de bière dans sa main. « Qu'est-ce que tu viens de dire à propos de jalousie, sale gamin !» Pris de panique, Léon se mit à la rassurer rapidement, lui expliquant que ce n'était qu'une blague et que son ancienne camarade n'était absolument pas son genre. Rosisa attrapa Léon et l'attira vers elle. « Alors dis-moi, quel genre de femme aimes-tu réellement ?» Léon lui répondit en criant « Comment peux-tu encore ne pas connaître mes préférences après tout ce temps ? J'aime les femmes aux cheveux argentés, fortes, grandes et belles. » Mais avant même que Léon puisse terminer sa phrase, Rosisa s'effondra complètement, vaincue par la quantité d'alcool qu'elle avait consommée. Décidant que Rosisa s'était suffisamment amusée pour une soirée, Léon la porta délicatement jusqu'à leur chambre. Le temps passa comme à l'accoutumée. Le lendemain matin arriva. Rosisa se trouvait seule sur une balançoire sous un grand arbre. Assise en silence, elle observait le sol, réfléchissant à tous les mystères révélés depuis la bataille de Constantine. Tout correspondait parfaitement à l'accord qu'elle avait conclu avec Léon. Trop parfaitement. Elle en venait à croire que tous ces événements étaient profondément liés à lui. Au départ, elle avait simplement voulu garder Léon auprès d'elle comme captif à vie. Mais aujourd'hui, elle hésitait. Logiquement, elle savait que Léon devait retourner dans son pays natal afin de résoudre les complots qui avaient émergé. Elle savait également que les futures opérations de Tiger auraient probablement besoin de son aide. Elle comprenait parfaitement qu'un jour ou l'autre, Léon finirait par partir. Et malgré toute sa logique, son cœur refusait de l'accepter. Une douleur pesante s'installait dans sa poitrine. Elle se demanda alors si cette peine provenait simplement d'une profonde réticence à laisser partir Léon. Ces derniers temps, tellement de choses s'étaient produites. Sans qu'elle ne s'en rende compte, leur relation avait changé. Même s'ils appartenaient à des races différentes, Léon était l'homme le plus responsable, le plus fiable et le plus droit qu'elle ait jamais rencontré. En repensant à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, elle réalisa qu'il était devenu un véritable mari et un père exceptionnel pour leurs enfants. Grâce à lui, les filles avaient appris à aimer davantage la vie. Grâce à lui, Rosisa elle-même s'était rapprochée de ses enfants. Depuis longtemps déjà, Léon avait cessé d'être un simple captif. Il était devenu un membre irremplaçable de leur famille. Et peut-être même la personne la plus précieuse de sa vie. Mais soudain, ses pensées furent interrompues. « Hé, la balançoire n'est plus amusante ?» Rosisa sursauta. Léon venait d'apparaître derrière elle. En voyant son expression, il fronça les sourcils. « Hé, qu'est-ce qui se passe avec ton visage ? Tu as mangé quelque chose qui t'a rendu malade ? Ou alors, il s'est passé quelque chose de fâcheux ?» Rosisa détourna immédiatement le regard. « Non ?» Léon se rapprocha avec un sourire malicieux. « Ne me dis pas que tu souffres de dépression postpartum. »« Absolument pas !» répondit-elle sèchement. Léon ricana. « Si ce n'est pas à propos des bébés, alors ça doit être à propos de moi. » Avant même qu'il puisse poursuivre, Rosisa prit la parole. « Léon, est-ce que, par hasard, tu voudrais retourner dans l'Empire ?» Le moment de vérité était enfin arrivé. Le cœur lourd, Rosisa se tourna vers Léon. Son hésitation était visible, alors qu'elle s'efforçait de poser la question qui la rongeait depuis des jours. « Léon,
Est-ce que tu veux retourner dans l'Empire humain ?» Léon détourna le regard. Son expression devint pensive. Il ne savait absolument pas quoi répondre. Mais avant qu'il ne puisse prononcer une autre syllabe, un bruissement soudain déchira la gravité du moment. Les yeux de Rosisa se rétrécirent instantanément. « Qui est là ? Montre-toi !»« C'est moi, maman. Muen !» Rosisa se détendit légèrement. « Muen, pourquoi es-tu ici ?» La petite dragonne réalisa immédiatement qu'elle venait probablement de ruiner quelque chose d'important. « Oh, eh bien, je ne sais pas vraiment. Ah, maintenant je me souviens. Muen est venue appeler maman et papa pour le dîner. » La petite fille attrapa aussitôt les mains de ses parents. « Maman, papa, dépêchez-vous! Le ventre de Muen gargouille depuis des heures. Grande sœur a dit que si vous restiez encore là à être tout mielleux, on commencerait sans vous. » Cependant, Léon sourit. « Ne plaisante pas trop vite, Muen. Vous avez oublié quelqu'un d'important. » Léon regarda vers les buissons. « Dis à ta grande sœur que si elle continue à espionner papa et maman, papa ne lui apprendra plus jamais la magie. »« Non !» Noah jaillit immédiatement des fourrés. « Papa, ce n'est pas juste. S'il te plaît, pardonne-moi. » Muen éclata de rire. « Grande sœur, comment tu as réussi à te faire attraper toi aussi ?» Léon secoua doucement la tête. « Alors dites-moi, comment êtes-vous sortis toutes les deux ?» Noah se gratta la joue. « On a suivi papa en secret quand il est parti. » Léon esquissa un sourire. « On dirait que vos techniques de discrétion se sont améliorées. » Après le dîner, la nuit s'installa complètement. Rosisa et Léon venaient tout juste de coucher leur plus jeune fille. Assise près du lit, Rosisa fredonnait doucement une berceuse. « Dors, dors, mon bébé. » Léon apparut derrière elle. « Le bébé dort ? Baisse un peu la voix. » Léon s'approcha. « J'ai joué avec Muen. J'ai appris quelques techniques à Noah. Et avant de partir, je leur ai fait un câlin, comme tu me l'avais demandé. » Puis son expression devint plus sérieuse. « Viens sur le balcon. Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Quelques instants plus tard, tous deux se tenaient sur le balcon. Léon leva les yeux vers le ciel étoilé. « Alors, mon maître m'a demandé de ne pas retourner dans l'Empire pendant 1 an. » Rosisa lui expliqua alors tout ce qu'elle avait découvert. Après avoir appris que Léon était toujours vivant, son maître avait disparu. Il avait abandonné sa retraite. Il avait caché sa femme. Et désormais, il était recherché par tout l'Empire. « Hein ?» Léon écarquilla les yeux. « Mon maître ? Ce vieux fermier dominé par sa femme ? Un fugitif recherché ? Impossible ! C'est juste un vieil homme ordinaire. » Mais Rosisa ne riait pas. Quand je l'ai rencontré, son aura n'avait rien d'ordinaire. Et honnêtement, une personne capable de former un monstre comme toi ne peut pas être aussi banale. Le sourire de Léon disparut peu à peu. Rosisa plongea son regard dans le sien. « Je pense que tout cela est lié à toi. Et ton maître a déjà dit que l'Empire te considérait comme un traître à l'humanité. Un traître. Pour être honnête, je m'y attendais un peu. Après une défaite, quelqu'un doit porter le blâme. Et je suis le candidat idéal. » « Peut-être que cela a toujours été l'objectif exact de la taupe, » murmura Léon avec un sourire amer. « Depuis le début, quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Et maintenant que tout s'était effondré, il était évident qu'un bouc émissaire devait être désigné. » Avec une profonde tristesse dans le regard, Rosisa baissa légèrement la tête avant de dire d'une voix douce. « À l'origine, je ne voulais pas te parler de cette affaire, car tu es le père des enfants et aussi mon mari. Même si ce foyer est artificiel, tu en es toujours une partie indispensable. Je ne veux pas que tu partes et que tu me laisses toute seule. » Ces mots étaient sincères. Malgré leur relation inhabituelle, Léon avait fini par devenir une présence irremplaçable dans sa vie. Rosisa ne voulait pas non plus détruire le foyer et la vie d'origine de Léon dans le royaume humain, ceux du temps où il vivait paisiblement avec ses parents adoptifs. Rassemblant tout son courage, elle poursuivit.
Tu as le droit de tout savoir, et tu as aussi le droit de faire un choix. En ce moment, ton maître a plus besoin de toi que nous. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Léon resta silencieux pendant plusieurs secondes. Son regard se perdit dans le vide, tandis qu'il réfléchissait profondément. Finalement, il répondit. Le roi dragon écarlate a déjà été vaincu par moi. Pour l'instant, aucun autre clan n'osera attaquer le clan du dragon argenté. La situation est stable. Puis il tourna les yeux vers Rosiza. Mon maître m'a élevé et nourri avec une grâce comparable à celle d'un père. Aujourd'hui, il est en danger. Je ne peux pas l'abandonner. Tu connais déjà ma réponse, n'est-ce pas ? Rosiza ferma les yeux un instant avant de hocher la tête. Oui, je m'y attendais. Même si son cœur souffrait, elle respectait sa décision. Puisque tu as déjà choisi, tu peux partir ce soir. Léon s'approcha d'elle avec gratitude. Merci, Rosiza. Voyant son expression préoccupée, il tenta de détendre l'atmosphère. Est-ce que tu as vraiment passé plusieurs jours à t'inquiéter pour quelque chose comme ça ? Rosiza lui lança un regard agacé. Ce n'est pas une affaire insignifiante. Ton départ est très important pour moi. Ces quelques mots touchèrent Léon plus qu'elle ne l'imaginait. Après un court silence, elle reprit d'une voix plus tendre. Avant de partir, va faire un autre câlin à ta petite fille, d'accord ? Oui, madame. Léon se dirigea aussitôt vers le berceau. En regardant le visage endormi de sa fille, son cœur se serra. Il caressa doucement ses cheveux et murmura « Quand tu seras grande, écoute toujours ta grande sœur. Et surtout, protège bien maman à ma place. » Il déposa un baiser sur son front avant de quitter la chambre. Quelques minutes plus tard, il rejoignit Rosiza sur le balcon. Sous la lumière argentée de la lune, celle-ci reprit sa forme draconique. Léon grimpa sur son dos. « Allons-y. » D'un bond puissant, Rosiza s'élança dans le ciel nocturne. Alors qu'il traversait les nuages, Léon sentit soudain une vague de culpabilité. « Je n'ai même pas dit un vrai au revoir à Noah et Muen. » Rosiza répondit sans hésiter. « Non, tu as été le meilleur père du monde. » Léon éclata légèrement de rire. « C'est rare que tu me complimentes comme ça. » Rosiza détourna aussitôt le regard, incapable d'avouer ce qu'elle ressentait réellement. Dans son cœur, elle considérait Léon non seulement comme un père exemplaire, mais aussi comme un mari sur lequel elle pouvait toujours compter. Pendant ce temps, le bruit du vent réveilla Noah. Elle s'approcha de la fenêtre et aperçut 2 silhouettes disparaissant dans le ciel étoilé. « Papa ? Maman ? Où allez-vous » Bien loin de là, après un long voyage, Léon et Rosiza atteignirent finalement la frontière de l'Empire humain. Les lumières de la ville frontalière brillèrent à l'horizon. En observant ce paysage familier, Léon laissa échapper un léger soupir. Après une année entière, je suis enfin de retour. Léon jeta un regard en direction de la ville frontalière. Sa sombre cape ondulait légèrement lorsqu'il se retourna vers Rosiza, le visage empreint de douceur et de prudence. « Tu devrais rentrer rapidement », lui dit-il d'une voix aussi calme que possible. « Impossible de savoir quels dangers t'attendent sur la route qui mène à ton palais. Tu peux terminer le chemin sans moi. » Mais avant même qu'il n'ait fini sa phrase, Rosiza tendit soudain les bras, le serra de toutes ses forces contre elle. Ne comprenant pas cette brusque explosion d'émotions, Léon balbutia simplement « Rosiza ?» Luttant contre ses larmes, elle murmura contre son dos d'une voix mêlant vulnérabilité et entêtement « Ne bouge pas et ne te retourne pas. » En entendant la douleur qui transperçait sa voix, Léon lui demanda doucement d'attendre encore un peu, le temps qu'il règle les problèmes urgents qui l'attendaient. Mais Rosiza l'interrompit aussitôt. « Je n'attendrai pas. Pour qui te prends-tu ? Qu'est-ce que tu représentes pour moi au juste ? Et pourquoi est-ce que je devrais t'attendre ? Je ne t'attendrai pas, et je n'en ai pas envie. » Comprenant l'immensité de sa souffrance, Léon ferma les yeux et ne put lui répondre que par quelques mots murmurés dans la nuit. « Je suis désolé, ma chère. » Rosiza resserra encore davantage son étreinte, la voix tremblante. « Si tu n'as pas réglé toutes tes affaires dans les 3 mois, tu reviendras sous cet arbre me retrouver. C'est compris ?» Lorsqu'arriva le moment de lui dire ce qui comptait le plus pour elle,
elle se sentit incapable de soutenir son regard. Submergée par ses émotions, elle détourna le visage avant de murmurer d'une voix brisée. « Promets-moi simplement qu'il ne t'arrivera rien. Tu m'entends ?» Léon la regarda avec tendresse et essuya délicatement la larme qui coulait au coin de son œil. « Sois rassuré, je te le promets, il ne m'arrivera rien. » Retrouvant peu à peu son calme, Rosisa releva les yeux vers lui. « Avant de partir, pourquoi ne donnerais-tu pas un nom à notre fille ?» Cette demande prit Léon complètement au dépourvu. « Moi ? C'est à moi de la nommer ?» Voyant son embarras, Rosisa adopta un ton plus ferme. « Oui, et je t'interdis de choisir un nom bizarre. » Léon contempla les vastes paysages de l'Empire qui s'étendaient devant eux. Cette petite est née à l'aube d'un nouveau jour. Que dirais-tu de l'appeler Aurora ? Ce nom évoque également les aurores boréales, ainsi que la première lumière du matin. En entendant cette explication, le visage de Rosisa s'illumina d'un immense bonheur. « Aurora, c'est parfait, appelons-la ainsi. » Elle lui adressa un dernier regard, tandis qu'il s'apprêtait à partir. « Je te souhaite la plus grande réussite dans les épreuves qui t'attendent. Va, Léon, fais ce que tu dois faire. » Quelque temps plus tard, Léon réussit à rejoindre une caravane de marchands qui se dirigeait vers la ville. Depuis l'un des chariots en mouvement, il observa discrètement les environs. Les soldats qui gardent les portes principales sont toujours aussi paresseux et négligents qu'autrefois. Grâce à cela, je pourrais facilement entrer en ville sans attirer l'attention. Profitant d'un instant favorable, il sauta rapidement du chariot et emprunta plusieurs passages secrets qu'il connaissait depuis longtemps. Alors qu'il longeait un vieux mur de pierre, son regard tomba soudain sur un avis de recherche représentant son maître. Il resta figé. Mais qu'a donc fait Maître pour être recherché ? Ne souhaitant pas perdre davantage de temps, il poursuivit sa route avec une seule idée en tête, rentrer chez lui, afin de trouver des indices. En suivant les chemins qu'il connaissait si bien, Léon arriva finalement devant son ancienne maison. En entrant, il constata qu'une épaisse couche de poussière recouvrait absolument tout. Le salon, la cuisine, la chambre, tout est complètement à l'abandon. Il jeta ensuite un regard vers le bâtiment voisin. Personne ne semble avoir vécu ici depuis longtemps. Mais Maître était toujours extrêmement méticuleux. Il a forcément laissé un indice quelque part. Guidé par son intuition, Léon se dirigea vers la grange. Il commença à fouiller les tas de foin, écartant la paille dans tous les sens, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent enfin un objet solide. « Ah, trouvé !» Il sortit l'objet caché et ne put s'empêcher de sourire. « Maître, tu n'as vraiment rien perdu de ton génie. » Après avoir essuyé la poussière qui recouvrait le morceau de tissu, il découvrit un message soigneusement écrit. « Rebecca est digne de confiance. » Léon resta bouche bée. Maître savait déjà que j'avais été piégé. Cela signifie qu'il enquête depuis toute une année sur le véritable traître. Il serra le tissu dans sa main. Dans ce cas, je dois d'abord aller voir Rebecca. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Rebecca marchait tranquillement dans les rues, en fredonnant une chanson. En croisant une vieille dame, elle lança avec enthousiasme « Bonjour, Madame Halley !» La vieille femme leva les yeux et lui répondit avec un sourire « Bonjour, Rebecca !» Rebecca s'approcha légèrement. « Madame Halley, vous avez l'air encore plus jeune qu'hier. Vous avez utilisé un sort de magie ? Vous pourriez me l'apprendre ?» Ces paroles flattèrent énormément la vieille dame. « Oh, quelle adorable petite langue tu as ! Ce n'est rien de tout cela. J'essaie simplement de garder le moral. » Pour la remercier de ses gentils compliments, Madame Halley lui tendit une tarte aux pommes tout juste sortie du four. « Je l'ai préparée aujourd'hui. Emporte-la et régale-toi. » Les yeux de Rebecca brillèrent de joie. « Merci beaucoup, Madame Halley. » Souhaitant lui rendre l'appareil, elle ajouta « Au fait, avez-vous eu des insectes nuisibles autour de votre maison récemment ? Si vous avez besoin d'aide pour vous en débarrasser, dites-le-moi. » Mais Madame Halley connaissait très bien Rebecca. Sachant parfaitement où ses bonnes intentions pouvaient conduire, elle préféra décliner poliment afin de préserver sa maison. « Non, non, ce ne sera pas nécessaire. » Rebecca éclata de rire. « Très bien, alors je vous laisse. Au revoir, Madame Halley. » En arrivant chez elle,
Elle ouvrit la porte d'entrée d'un grand coup de pied et annonça d'une voix forte « Je suis rentrée !» À peine avait-elle franchi le seuil qu'elle sentit immédiatement une présence derrière elle. Percevant une aura extrêmement dangereuse, elle se précipita vers le pistolet caché sous la table. Elle se retourna brusquement, arma son arme et la pointa droit sur l'intrus. « Qui es-tu, Borbel ? Tu sais seulement dans la maison de qui tu viens d'entrer par effraction ?» Rebecca resta immobile, au milieu de la pièce baignée de lumière, pointant son pistolet droit sur l'intrus qui s'était introduit chez elle. Après avoir retiré la sécurité de son arme, elle lança d'un ton moqueur. « Oh, quelle rencontre inattendue ! Je n'aurais jamais cru qu'un voleur de lingerie aurait le culot de s'introduire chez moi en plein jour. » L'inconnu leva immédiatement les mains. « Rebecca, toujours la même. Franchement, pointer une arme sur quelqu'un, c'est vraiment dangereux. » Cependant, avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, il se déplaça à une vitesse fulgurante. En un instant, il lui arracha son pistolet des mains. Rebecca n'eut même pas le temps de pousser un cri de surprise. Ses mouvements étaient si rapides qu'elle n'avait absolument rien pu faire. Pire encore, elle ne comprenait pas comment cet inconnu connaissait son nom. Après avoir rattrapé le pistolet en plein vol, il le fit tourner entre ses doigts avant de le pointer directement sur elle. Puis il retira lentement sa capuche. En découvrant son visage, Rebecca resta figée. C'était Léon. Le regard plongé dans le sien, il déclara calmement. « Rebecca, vu son poids, ce pistolet n'est même pas chargé. Comment comptes-tu te défendre contre les pervers qui volent des sous-vêtements féminins ?» Complètement déboussolée, Rebecca resta immobile. Son cerveau était incapable de comprendre ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, lorsqu'elle retrouva enfin ses esprits, elle balbutia. « Commandant ? C'est vraiment vous ? Vous êtes vivant ?» L'émotion qu'elle retenait depuis si longtemps éclata d'un seul coup. Des larmes inondèrent son visage. « Je savais que vous étiez encore en vie, commandant Léon. » Sans la moindre hésitation, elle se jeta sur lui pour le serrer dans ses bras. « Mon Dieu, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous toucher. » Mais Léon demeura parfaitement immobile. Il ne voulait pas que l'odeur d'une autre femme reste sur lui. « Rebecca, calme-toi, c'est bien moi. » Malgré cela, Rebecca n'était toujours pas totalement convaincue. Elle récupéra son pistolet, y introduisit des balles et déclara avec le plus grand sérieux. « Je ne croirais que c'est vraiment vous, que si je vous tire une balle dans la cuisse et que vous hurlez de douleur. » En la voyant presque terminer de charger l'arme, Léon s'écria aussitôt « Hé, arrête ! Quel genre de personne vérifie si elle rêve en tirant sur quelqu'un en pleine journée ?» Puis il ajouta « Et si tu veux vraiment vérifier, tire-toi dessus. Tu sauras immédiatement si tu rêves ou non. » Rebecca baissa tristement la tête. « Commandant, c'est vraiment cruel de me refuser un simple câlin après être littéralement revenu d'entre les morts. » Léon lui expliqua que les circonstances avaient changé. Il était désormais marié et avait rejoint une autre famille. Il ne pouvait donc plus enlacer d'autres femmes, d'autant plus que son épouse possédait un odorat extrêmement développé. En entendant cela, Rebecca perdit instantanément toute son excitation. Elle abandonna son attitude habituelle et prit un ton beaucoup plus sérieux. Elle expliqua que, durant les 3 années de sa mystérieuse disparition, la situation à l'intérieur de l'Empire était devenue extrêmement dangereuse. Si les patrouilles découvraient qu'elle cachait chez elle un homme officiellement déclaré traître à l'Empire, elle serait inévitablement condamnée à mort. Léon l'observa calmement. « Alors, tu me considères toi aussi comme un traître à l'Empire, puisque cela semble tant t'inquiéter ?» Rebecca secoua immédiatement la tête. « Bien sûr que non !» Elle commença à raconter les événements survenus lorsque les accusations avaient éclaté. Elle avait été la toute première à refuser de croire que son commandant était un traître. À cette époque, elle avait exigé une entrevue avec les plus hauts responsables militaires afin de laver son nom. Mais cet acte de défi lui avait finalement coûté sa place au sein de la prestigieuse armée de chasse au dragon argenté. Elle gonfla les joues de frustration. « Ces idiots du commandement m'ont traité de façon totalement injuste. Ils m'ont muté dans une simple unité de patrouille. Aujourd'hui, je passe mes journées à tourner en rond dans les rues.
Je n'ai même plus l'occasion d'affronter des bêtes dangereuses ou de puissants rois dragons. » En observant son expression, Léon comprit qu'à cet instant, Rebecca avait davantage envie de botter les fesses des dirigeants que de combattre des dragons. Pour lui remonter le moral, il la remercia sincèrement de ne jamais avoir cessé de croire en lui. Rebecca éclata aussitôt de rire. « Nous sommes des compagnons d'armes. Nous avons affronté la vie et la mort ensemble. » En regardant son visage, Léon acquit une certitude. Rebecca n'était absolument pas la traîtresse. Avant son retour, il avait fouillé toute sa maison et n'avait découvert absolument aucun indice suspect. Ils s'installèrent ensuite pour poursuivre leur conversation. À peine Léon s'était-il assis sur le canapé que Rebecca demanda « Commandant, comptez-vous retrouver les autres membres de notre ancienne escouade ?» Léon répondit honnêtement « Je n'ai encore contacté personne. » Rebecca comprit immédiatement pourquoi il agissait ainsi. Elle demanda alors « Commandant, ce jour-là, lors de l'assaut contre le temple sacré du dragon argenté, un traître s'était-il réellement infiltré parmi nous ?» Léon la regarda. « Pourquoi en es-tu arrivé à cette conclusion ?» Rebecca expliqua ce qui l'avait toujours troublé. Au beau milieu du combat, sa vision s'était brusquement obscurcie. Pendant plusieurs secondes cruciales, elle avait complètement perdu la vue, ainsi que tous ses autres sens. Lorsqu'elle avait finalement réussi à rouvrir les yeux, elle avait découvert son commandant déjà vaincu, étendu sur le sol. La suite était connue de tous. Ce n'est que bien plus tard qu'elle avait réalisé une chose essentielle. À cet endroit isolé, il n'était que 4. Aucun membre du clan du dragon argenté n'aurait pu s'infiltrer sans être remarqué. La personne qui avait poignardé Léon dans le dos ne pouvait être qu'un membre de leur propre équipe. Léon hocha lentement la tête. « Ton raisonnement est irréprochable. » Il poursuivit. « Le traître a utilisé une arme spéciale capable de transpercer mon armure et de percer mon cœur. Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est un véritable miracle. » Maintenant qu'elle savait qu'elle n'était pas soupçonnée, Rebecca posa directement la question qui lui brûlait des lèvres. « Commandant, était-ce Victor ou Martin ?» Léon secoua lentement la tête. « Je ne peux toujours pas affirmer avec certitude lequel des deux est le coupable. En revanche, sais-tu où il se trouve actuellement ?» Rebecca acquiesça. Martin est retourné se réfugier sous la protection de son père, un haut fonctionnaire très influent. Mais d'après les rumeurs, il continue de vivre un véritable enfer à la maison à cause du caractère insupportable de sa belle-mère. Elle poursuivit ensuite. Quant à Victor, comme il était le vice-commandant lors de cette mission catastrophique, il a été tenu pour largement responsable. Il a été expulsé de l'armée de chasse au dragon argenté et gagne désormais péniblement sa vie comme chanteur dans une taverne locale. Soudain, Rebecca bondit brusquement de son siège et s'écria « Commandant, pourquoi perdre notre temps à chercher qui est le traître ? Éliminons-les tous les deux. De toute façon, ils m'ont toujours tapé sur les nerfs. » Léon resta un instant sans voix devant la haine que Rebecca éprouvait envers les anciens membres de son escouade. Mais sa surprise ne s'arrêta pas là. Rebecca ouvrit soudain une porte dissimulée, révélant un immense arsenal secret. Les yeux brillants d'excitation, elle s'écria « Commandant, regardez, regardez! Quelle arme devrais-je utiliser pour les tuer ?» Face à cette terrifiante soif de sang, Léon ne put que reconnaître intérieurement que les rumeurs qui circulaient sur Rebecca à l'époque où il servait encore l'Empire étaient finalement toutes vraies. Il pouvait désormais constater de ses propres yeux comment une seule jeune femme avait réussi à transformer sa maison en un véritable arsenal militaire, capable, à lui seul, de rayer l'Empire de la carte. Reprenant son sérieux, Léon revint au véritable objectif de sa visite. Il posa l'avis de recherche représentant son maître sur la table. « Je suis revenu dans l'Empire pour 2 raisons. » Il poursuivit. « La première est de retrouver mon maître. La seconde est de démasquer le traître qui nous a détruits. » Puis il regarda Rebecca. « As-tu obtenu des informations fiables concernant le vieil homme ?» Rebecca acquiesça. « Il y a environ 1 an, il est soudainement devenu un fugitif recherché dans tout l'Empire. » Elle expliqua que, selon les accusations officielles, il avait assassiné à lui seul 2 gardes d'élite du palais impérial,
Puis elle ajouta un détail encore plus choquant. Après les avoir tués, il aurait suspendu leurs cadavres directement sur les murailles extérieures du palais, afin que tout le monde puisse les voir. Cette affaire avait aussitôt fait la une de tous les journaux. Rebecca se précipita alors vers une pile de vieux journaux qu'elle avait conservés. Pendant qu'elle les cherchait, Léon murmura « Une exécution aussi spectaculaire et aussi négligée, cela ne ressemble absolument pas à la manière d'agir de maître. » Désireux d'en apprendre davantage, il demanda « A-t-il visé d'autres personnes ?» Avant même qu'il ne puisse poursuivre, Rebecca lui apporta les journaux. Elle lui montra la liste des autres victimes confirmées. Il y figurait un important propriétaire de maison close, un riche patron de casino, ainsi qu'un directeur de pharmacie. Léon examina attentivement cette liste. Il remarqua aussitôt un point commun. Toutes ces personnes étaient des figures majeures contrôlant les lucratives activités du marché gris clandestin de l'Empire. Puis une seconde similitude attira immédiatement son attention. Toutes bénéficiaient du soutien de membres influents de la famille impériale. À cet instant, une déduction traversa son esprit. Les assassinats ciblés de son maître avaient précisément commencé il y a 1 an, juste après sa rencontre avec Rosisa. Léon comprit alors ce qui s'était probablement produit. Après être retourné dans l'Empire, son maître avait lancé seul une enquête afin d'identifier la taupe infiltrée parmi eux. Son objectif était de laver définitivement le nom de son disciple et de faire disparaître l'accusation de trahison qui pesait sur lui. Léon se demanda alors si les plus hauts dirigeants de l'Empire avaient tout simplement refusé de rétablir son honneur. Acculé, son maître n'aurait alors eu d'autre choix que d'employer ses méthodes violentes afin de rendre lui-même justice et d'exercer une énorme pression politique sur la cour impériale. Rebecca interrompit ses réflexions en lui montrant un journal beaucoup plus récent. Elle désigna un gros titre. « Commandant, il est très probable que la prochaine cible de votre maître soit cet homme. » L'article parlait d'un important chef religieux qui avait récemment lancé un défi public au vieil homme. Rebecca baissa la voix. D'après certaines rumeurs, malgré son apparence de saint homme, ce prêtre serait en réalité un véritable monstre impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains. Léon comprit immédiatement la situation. Tout cela ressemblait à un piège soigneusement préparé, destiné à attirer son maître. Rebecca le regarda avec inquiétude. « Commandant, votre maître ira vraiment à ce rendez-vous » Léon repensa alors à un enseignement que son maître lui avait transmis autrefois. Il répondit calmement. « Maître m'a toujours appris une règle fondamentale. Un piège tellement évident que tout le monde peut le voir n'est plus vraiment un piège. C'est une déclaration ouverte, un défi, où seule la force décidera du vainqueur. » Connaissant son caractère inflexible et obstiné, Léon était certain d'une chose. Son maître se présenterait sans aucun doute à ce rendez-vous, afin d'exercer la plus forte pression possible sur cet empire corrompu. Léon et Rebecca partirent alors ensemble porter secours au maître de Léon. Pour ceux qui l'ignorent, il existe une ancienne tradition selon laquelle donner un nom à son enfant juste avant un long voyage ou une mission dangereuse est considéré comme un très mauvais présage. En faisant nommer sa fille par Léon à cet instant précis, l'auteur nous laisse entendre qu'il pourrait bien ne pas survivre aux épreuves qui l'attendent. Attendons le prochain chapitre pour découvrir le destin qui lui est réservé. Pourquoi ton regard me brûle encore alors que ta voix me coupe le souffle? Tu dis que tu me détestes fort et pourtant on se rapproche. Pourquoi ton silence me fait mal, plus fort que toutes mes blessures? Tu prétends jouer le rival, mais ton cœur trahit ton armure. On s'aime et on se déchire, on se fuit pour mieux revenir. Entre cendres et argent, nos mensonges sont trop brillants. Si je dis je te hais, c'est juste reste avec moi. Mais je n'arrive pas à te l'avouer vraiment. Quand tu t'éloignes, tout se fissure. Même si je fais semblant d'être fier, tu crois que je ne sens rien, c'est sûr. Mais sans toi, je manque d'air. Et quand tu m'approches, je recule, comme si mon cœur voulait fuir. Entre nous deux, tout se bouscule.
On s'embrasse pour s'avertir. Je t'en veux de prendre toute la place, Je t'en veux. de voir derrière ma glace. La vérité nous dépasse. On s'aime même quand tout casse. On s'aime et on se déchire, on se fuit pour mieux revenir. Entre cendres et argent, nos serments brillent trop fort. Si je dis je te hais, c'est pour cacher j'ai peur. Parce qu'au fond de nos cœurs, On n'a jamais cessé de s'aimer à en mourir.